Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 17h tout juste passé sur Westrack Radio et c'est le Magal West avec Lucie, premier Magal West de la semaine, on est lundi, on va donc pouvoir parler cuisine avec Michel en deuxième partie d'émission et aujourd'hui on se tourne vers les cuisines du monde et d'ailleurs. Ce sera juste après la découverte Ferrarock du jour avec comme focus quelque chose de bien, un album de Xidi. Mathieu aujourd'hui nous parle d'une grève qui est lancée pour le 7 février et Camille et Nausicaa vont nous présenter un club de football gaélique à Havrais. Mais avant, on commence avec notre météo du jour. Bienvenue dans votre Magal West. Aujourd'hui, le soleil se couche à 17h49, on va donc gagner 3 minutes de soleil. Dans l'après-midi au Havre, il y aura quelques petits nuages et pas mal d'éclaircies. La température cet après-midi pour le Havre devrait atteindre les 11 degrés avec un ressenti de 9 dans l'agglomération. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h, orientation du vent sud-sud-est. En soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux, la température va retomber à 10 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h, orientation du vent sud-est. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 8h35 et se couchera à 17h51. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin, il y aura quelques petits nuages et de nombreuses éclaircies, notamment au Havre, à Sainte-Adresse et à Étretat. La température sera de 9 degrés, ressenti 7. La force du vent va osciller aux alentours de 18 km/h. Elle sera tournée vers le sud-sud-est et pour demain, l'humidité relative de l'air sera de 92%. Demain après-midi, il y aura de jolies éclaircies, la température sera de 11 degrés, ressenti 9, le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain en soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux, la température va retomber à 10 degrés, ressenti frais à 6 degrés voire 5 degrés selon où vous habitez dans l'agglomération et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h, tourné vers l'ouest. Côté info, un nouvel appel à la grève vient d'être lancé pour le 7 février au port du Havre. Mathieu nous donne plus d'informations dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 29 janvier. À l'appel de la Fédération nationale CGT des ports et docks, une nouvelle journée de grève est annoncée pour le mercredi 7 février. Ce nouvel appel à la grève, après les journées d'action du 23 novembre et du 14 décembre, est la suite du mouvement de la Fédération nationale des ports et docks CGT qui entend limiter les effets de l'application de la réforme des retraites promulguée en avril 2023. La Fédération nationale des ports et docks appelle les dockers et agents portuaires à un mouvement de grève de 24 heures le mercredi 7 février après des débrayages de 2 heures les 5 et 9 février. La CGT réclame des investissements massifs à hauteur de 10 milliards d'euros indispensables selon elle pour le développement des ports français. Afin de compenser la mise en place de la réforme des retraites, le syndicat des dockers et agents portuaires réclame l'élargissement des droits au départ anticipé liés au risque amiante, à la prise en compte de la pénibilité et la création d'un dispositif type congé de fin de carrière pour les agents qui ne sont pas admissibles aux 2 dispositifs précédemment cités. Les tarifs des péages autoroutiers augmenteront une fois encore à partir du 1er février 2024. Cette année, cette augmentation sera de l'ordre de 3% en moyenne. Elle était déjà de 4,8% en 2023. Chaque année, les prix des péages sont révisés. Les hausses qui ne peuvent pas aller au-delà de 70% de l'inflation sont ensuite validées par le Conseil d'État. En 2024, le gouvernement doit instaurer une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroutes et les grands aéroports pour financer les investissements liés à la transition écologique. Il en coûtera donc plus cher si vous empruntez le pont de Normandie avec une augmentation d'1,72% et aussi sur l'A150 entre Rouen et Le Havre avec une augmentation de 5,41%. L'opérateur ferroviaire Cap-Train et le transporteur Combronde opèrent 2 nouvelles liaisons ferroviaires pour le fret, Le Havre-Clermont-Ferrand et Bonneuil-sur-Marne vers Voutray en Mayenne. Et cela pèse dans le bilan carbone d'Aropa, le premier port français, car un train c'est en moyenne 40 camions, sachant que le ferroviaire émet 9 fois moins de CO2 que le transport routier. Depuis ce mois de janvier 2024, 4 trains de 24 wagons circulent au rythme de 2 allers-retours entre le site de la Combaud
à Clermont-Ferrand et le port du Havre. Est-ce que le fait d'être tatoué pourrait être un frein à ma carrière ? C'est en partant de cette interrogation d'une élève diplômée en ressources humaines que Sarah Alves et Vincent Meyer, 2 enseignants-chercheurs de l'EM Normandie École de Management au Havre, ont eu l'idée de cette étude co-signée à 3. Le tatouage ne fait pas les compétences. En 2021, en France, l'IFOP indiquait qu'un Français sur 5 était tatoué. Une étude qui souligne que les salariés tatoués sont encore aujourd'hui perçus comme peu sérieux, peu fiables, moins compétents ou moins performants. Ces premiers résultats laissent penser qu'il existe une forme de discrimination subtile envers les personnes tatouées. Plus largement, cela pose question sur la discrimination par rapport à l'apparence physique. L'étude de l'EM Normandie sera bientôt publiée dans RIPCO, revue internationale de psychosociologie, dans un numéro consacré à l'inclusion. Et enfin, il y a les fêtards invétérés qui squattent la piste de danse depuis des décennies. Et puis, il y a tous ceux qui, passés 30 ans, ne se sentent plus le courage de danser jusqu'au petit matin entourés d'étudiants. C'est pour ça que les nouveaux gérants de la discothèque Le Cosmo LH au Havre ont décidé de lancer des thés dansants 2 dimanches après-midi par mois. Le premier bal a été organisé ce dimanche 28 janvier. Il vise les 30-70 ans, une fourchette large et se dit directement inspiré du très apprécié et regretté bal des pipelettes pour l'ambiance. Après le thé dansant tous les 15 jours, le Cosmo LH pourrait se lancer dans les soirées cabaret et stand-up. Merci Mathieu. Et puis une bonne nouvelle, le festival Polar à la plage est de retour pour le mois de juin de cette année. La prochaine édition du festival Polar à la plage se déroulera du jeudi 13 au dimanche 16 juin sur le front de mer au Havre. Projection, soirée, lecture, voilà le programme, rencontre, intervention d'auteurs mais aussi d'écoles. Le programme de cette 21e édition du festival se dévoile à 5 mois de l'événement. Une formule recentrée sur 4 jours au lieu de 6, mais il n'en sera pas moins dense. Corinne Marteau-Guernon a repris les rênes en septembre 2023 du festival. Le festival avait en effet été suspendu à quelques semaines de l'événement après des problèmes au sein de l'association. Une fois la situation calmée, il était un peu trop tard pour organiser l'événement dans de bonnes conditions. C'est pourquoi il est enfin de retour pour une édition 2024. Il faudra encore attendre pour en savoir plus sur les auteurs invités, mais je vous le rappelle, vous pouvez dès maintenant noter la date du 13 au dimanche 16 juin. Et bien sûr, comme toujours, organisé sur la plage du Havre. En attendant cet événement, puisque avant le mois de juin, on a quand même beaucoup d'événements qui sont organisés près de chez nous, je vous propose de faire un tour, notamment 3 événements à noter pour cette semaine et notamment pour aujourd'hui et pour demain. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il est donc l'heure de remplir nos agendas avec des événements organisés aujourd'hui, notamment ce soir à Sainte-Adresse avec une soirée claquette. Les élèves des ateliers de Sainte-Adresse vous proposent un spectacle de claquettes au rythme de comédie musicale. Débutants ou confirmés, enfants et adultes sont les bienvenus. C'est ce soir à 19h à l'espace Sarah Bernard, 43 rue d'Ignoval. L'entrée est totalement libre. Et encore un spectacle, cette fois-ci organisé demain au Havre à partir de 8 ans. Ça s'appelle Oh Boy. C'est adapté d'un roman éponyme de Marie-Aude Muraille par le metteur en scène Olivier Letellier et l'autrice Catherine Verlaguet. Oh Boy vogue sur le fleuve intranquille de la vie de famille, balayant au passage quelques idées reçues. Sur scène, un seul acteur, tantôt personnage, tantôt narrateur, nous rencontre avec une absolue dérision et quelques objets. Cette histoire qui pourrait être dramatique et qui devient en fait lumineuse. C'est demain à 20h au Volcan, tarif 5€, avec ensuite une rencontre avec Marie-Aude Muraille à suivre dans la soirée. C'est aussi au Volcan. Vous réservez au 02 35 19 10 20. Et demain, c'est aussi l'occasion de noter une rencontre lecture avec un poète et membre de l'Oulipo. Frédéric Fortet a rédigé de nombreux textes dans la forme 99 notes préparatoires, des poèmes essais à la fois légers et sérieux, plus ou moins profonds, qui tentent d'épuiser un sujet par le travail de la langue. Et bien sûr, si vous avez été à l'écoute du Magal Ouest de la semaine dernière, vous avez peut-être entendu l'intervention de Olivier de la Galerne qui nous a donné plus d'informations sur cette rencontre. Vous pouvez retrouver l'épisode en podcast. Et si vous voulez découvrir cet événement, c'est demain à 18h à la Galerne. Il faut bien sûr s'inscrire sur le site de la Galerne, mais sinon c'est totalement gratuit.
L'album mis en valeur aujourd'hui par la Ferrarock en partenariat, c'est Quelque chose de bien, un album de Xeidi. Xeidi, c'est une jeune femme. Derrière ce pseudo se cache Pauline Lecnec. Elle est seule face à sa guitare, un peu de pop, un peu de nostalgie, beaucoup d'amour. Je vous laisse découvrir cet album en partenariat avec la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Xeidi est de retour avec un nouvel album, Quelque chose de bien, qui est sorti le 19 janvier 2023 chez Vietnam. Faut-il présenter Xeidi? Depuis ses débuts parmi la fine fleur de la scène DIY de Lyon, au sein des groupes comme Satellite Jockey et Tôle Froide, jusqu'à la sortie de son deuxième album remarqué Les gens heureux, sorti en 2021, Pauline Lecnec s'épanouit en tant que multi-instrumentiste et se réinvente en toute liberté. L'autrice, compositrice, interprète se forge une esthétique marquée de références nord-américaines, mélangée à des compositions, elles aussi pop, cette fois-ci en français, décomplexées et terriblement accrocheuses. Je me souviens de vous. Cette vitalité rebondissante lui permet d'amorcer son retour et de livrer Sentiment banal, un premier extrait qui prend vie simultanément avec un clip en animation réalisé par Leslie Chanel et Rémi Richarm. Tout s'est passé si vite. C'est sur ces paroles, accompagnées de notes plaquées au piano, que s'élance Xeidi sur I'm 49, à la fois épique et hypnotisante. Une chanson à l'image de ce que l'artiste décrit comme un moment fugace et précieux. Sans regretter ni sans fantasmer, tout s'arrête et ce n'est que quand on cesse de taper du pied et de se balancer à l'écoute de ces montées glavanisantes qu'apparaît l'évidence. Ces choses apparemment insignifiantes auxquelles on ne prête pas attention sont celles qui comptent le plus. Sans regretter ni fantasmer, on peut aussi accorder notre attention à ce qui est devant nous et commencer à réenchanter
La banalité, explique Xidi. Quelque chose de bien, c'est le nouvel album de Xidi, sorti le 19 janvier 2023 chez Vietnam. Vous retrouverez sur le site de la ferrarock.org toutes les informations et tous les extraits musicaux. L'album est disponible partout, en physique ou directement sur les plateformes de streaming. Et l'album est en partenariat avec la Ferrarock du 29 janvier 2024 au 4 février 2024. La nuit sous l'océan, l'eau coule tout doucement des mille sur ta bouche. Les vagues respirent lentement l'émotion. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et on quitte l'univers coloré de Xidi qui vient donc sortir un nouvel album. Quelque chose de bien, on a écouté 2 titres de l'album seulement, évidemment il y en a plusieurs, Silence et Tendresse ainsi que L'eau de la lune. Je vous invite à aller voir un peu tout son album et à découvrir tout ça pour pouvoir découvrir son univers. On parlera à nouveau de Xidi à partir de mercredi puisque notre découverte Ferrarock se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Allez, on découvre un club de sport, peut-être que vous ne le connaissez pas. Déjà, connaissez-vous le football gaélique ? Ce n'est pas un sport français, ça vient notamment d'Irlande et je vous propose donc de découvrir une Havraise qui a ouvert un club qui est fan de football gaélique. On part direction l'Irlande en compagnie de Camille et de Nausicaa. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est ? On vous propose de le découvrir, Nausicaa et moi, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entretenir avec la présidente du premier club de football gaélique du Havre, Flora Duquesne, qui est venue nous raconter et nous présenter son association. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et présenter l'asso ? Donc moi c'est Flora Duquesne, donc je suis professeure de français dans un collège et il y a 2 ans et demi à peu près on a créé avec mon conjoint le club de football gaélique du Havre. Donc après moi je suis joueuse depuis très longtemps puisque je jouais déjà à Rennes en Bretagne, en fait ça fait déjà 11 ans que je joue là-bas.
Évidemment, comme je suis professeure, j'ai été mutée en Normandie et là, il n'y avait pas de club au Havre. Donc, c'était compliqué pour moi pendant quelques années de jouer à distance comme ça, de faire que des tournois. Et au bout de 5 ans au Havre, je me suis dit, bon allez là, c'est le moment de créer le club. Donc, c'est comme ça qu'on s'est motivés il y a 2 ans et demi. Et finalement, ça a bien pris depuis. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Là, on s'entraîne 1 fois par semaine, là... c'est au stade Yuri Gagarine sur les hauteurs du Havre. Et tous les lundis, 19h30. Et il y a plein de motivés, plein de joueurs, plein de joueuses. On joue donc en mixité, quoi. Gars et filles mélangés. Et c'est vrai que par rapport au tout début, il y a 2 ans, quand on était passé, il y avait une petite dizaine de joueurs, mais c'était fragile. En plus, en hiver, avec le froid, pour se motiver, c'était compliqué. Donc là, ça y est, on sent que c'est quand même bien lancé, quoi. C'est quoi la différence entre le football normal et normal ordinaire qu'on connaît bien, et le football gaélique en fait? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais et en fait en Irlande c'est carrément le sport numéro 1. Donc il est même plus populaire que le foot, plus populaire que le rugby là-bas. Et on y joue dans les collèges, les lycées, à l'école. Tous les Irlandais sont mordus de foot gaélique. Et concrètement, ça se joue donc sur un grand terrain en herbe en extérieur. Mais la grande différence, c'est qu'on peut jouer avec les mains. Donc on joue à la fois au pied, on peut faire des tirs au pied, on marque au pied. Mais on a aussi la plupart du temps le ballon dans les mains. Et on se fait des passes à la main aussi. Ce qui change vraiment tout sur le terrain. C'est vrai que les anciens footballeurs aiment bien découvrir le football gaélique finalement parce qu'il y a quelques réflexes qui restent et quelques automatismes. Mais c'est quand même une grande découverte puisque finalement même le déplacement sur le terrain n'est pas le même. Les contacts aussi sont un petit peu différents. Donc c'est ça la grande différence. Il y a aussi quand même une autre différence, c'est les buts, puisque but de foot, c'est juste une cage. Et là, au football gaélique, il y a une cage et prolongée par des perches. Ce qui fait que on met 3 points directement dans la cage de foot et 1 point entre les perches au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot gaélique, ça a été créé par les Irlandais, mais justement pour se distinguer du foot anglais et du rugby anglais. Donc finalement, il y a quelque chose de très identitaire aussi. Parce qu'en Irlande, il y a aussi d'autres sports gaéliques, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais... Donc le foot gaélique, c'est vraiment peut-être le plus pratiqué. Mais il y a aussi le hurling. Cette fois, ça ne se joue pas avec un ballon rond, c'est plus avec... une sorte de batte, mais bon, c'est un peu violent d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y a plusieurs sports gaéliques comme ça en Irlande, et ça tend à se propager un peu dans le monde. Mais en France, on a un peu plus de mal avec le hurling. Il y a juste un club à Paris, mais sinon à Toulouse aussi un petit peu. Donc ça se développe, mais moins que le foot gaélique, qui est quand même bien ancré dans toute la France. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as voulu faire du foot gaélique ? Eh bien, moi, j'ai été recrutée par ma belle-sœur il y a 11 ans. Donc, elle avait déjà pratiqué le football gaélique au lycée avec son professeur d'EPS. Donc, elle était mordue de foot gaélique. Et puis, j'étais allée la voir jouer. Et ce jour-là, il manquait des joueuses. Donc, elle m'avait un peu proposé de jouer et tout ça. Puis, finalement, elle m'a embarquée là-dedans et j'ai jamais arrêté après. Mais c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais gymnaste, donc rien à voir. Et au Havre, je me suis mise aussi au rugby parce que comme je pouvais plus pratiquer le football gaélique, il fallait quand même que je m'entretienne physiquement et tout ça. Et donc j'ai découvert le rugby avec le HRC, donc un super club au Havre aussi qui recrute également comme nous. C'est vrai que c'était quand même sympa de faire à la fois rugby et football gaélique, 2 sports co qui se complétaient bien, je trouvais, pendant quelques années là. Enfin ouais, donc en tout cas les origines, c'est vraiment ma belle-sœur qui m'a recrutée il y a 11 ans. Du coup le nom ou le surnom de l'équipe, c'est les Mouettes Havrais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait au foot gaélique, tous les clubs ont un peu leur mascotte. Donc les Nantais, ce sont les abeilles. À Rennes, moi j'étais une oie sauvage. Et donc chaque club a comme ça un animal de référence. Et donc nous, forcément, les Mouettes du Havre, ça se prêtait bien.
Donc c'est même sur notre logo et tout ça, dans nos cris de guerre, les mouettes sont très présentes. Les cris de guerre C'est de quoi mouettes. votre cri de guerre? Alors cela dit, je dis ça, mais il change très souvent selon l'atmosphère, selon le match qui nous attend. Et puis on a aussi équipe féminine et équipe masculine. Donc, finalement les cris de guerre diffèrent. Là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le consolide un peu plus, qu'on se décide là, parce que on change trop souvent. Et alors, du coup, il y a une équipe, il y a combien d'équipes à peu près? En France, on est à peu près 1000 licenciés, donc auprès de la Fédération française de sport gaélique. Et donc, côté, il y a à peu près une quarantaine de clubs répartis dans toute la France. Alors, c'est sûr qu'en Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, puisque vraiment, dans toutes les grandes villes bretonnes, il existe un club de football gaélique. Et après, au sein des clubs, il y a un petit peu moins de licenciés féminines que masculines. Mais finalement, on peut trouver quand même finalement des équipes féminines en Bretagne. Il va y avoir Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Brest. Donc finalement, on est pas mal implanté en Bretagne. En fait, aussi au football gaélique, la plupart du temps, donc chaque club propose son équipe, par exemple au championnat de France, mais des petits clubs comme par exemple le club du Havre qui démarre et qui n'a pas encore une équipe complète, on va faire une entente avec un autre club qui démarre aussi. Donc cette année, par exemple, on va faire une entente avec le club de Mondeville qui est juste à côté de Caen. Et donc, on va essayer vraiment de monter une équipe ensemble, une équipe normande. Donc finalement, de temps en temps, si on est très nombreuses, on peut faire 2 équipes. Si on est moins nombreuses, on peut faire qu'une seule équipe. Donc voilà, on va plus compter en termes de licenciés en tout. Alors là, pour l'instant, au Havre, on est une trentaine de licenciés gars et filles mélangés. Et les filles, on se rapproche d'une équipe complète, mais on n'y est pas encore. On doit être une petite dizaine, mais en fait, sur le terrain, ça se joue à 9 contre 9. Donc, c'est bien d'être quand même assez nombreuses pour pouvoir avoir des remplaçantes et tout ça. Et donc, vous recrutez là, activement. Donc là, on recrute activement. On a bien commencé la saison. Donc, on a quand même un bon noyau de filles qui vient s'entraîner tous les lundis. Les gars aussi, on peut faire une équipe complète. Ça, c'est assez chouette, mais on recrute tout le temps. Puis, on a très souvent des nouveaux même qui viennent tester par curiosité le lundi soir. Et on est tout le temps ouvert. Voilà, même si c'est pour tester 1 ou 2 fois et finalement choisir un autre sport, il n'y a aucun souci. On aime bien aussi faire découvrir notre discipline. Voilà, c'est vrai qu'on recrute. On recrute encore. Et c'est vrai qu'au niveau des championnats, j'ai pas trop parlé de ça, mais là, on a fait déjà la première partie de saison, donc en gros entre septembre et en ce moment. Et les garçons, eux, ils ont déjà fait un championnat du Grand Ouest, donc dans tout le Grand Ouest de la France. Et ils sont arrivés en finale, donc ils ont quand même un bon niveau. Comme quoi, on les coache bien et les entraînements ils sont assez performants. Chez les filles aussi, on a commencé un peu nos tournois. Et en fait, la deuxième partie de la saison, là, on bascule sur les championnats de France. Et dans ce cas-là, on rencontre vraiment toutes les équipes de toute la France. Donc ça va bientôt commencer. En gros, c'est entre avril, mai et juin. Et dans ce cas-là, on va dans plein de grandes villes françaises, à Lyon, Clermont, Toulouse. Et finalement, tout le foot gaélique français se retrouve là-bas pour s'affronter. Il y a eu un championnat en Irlande aussi, c'est ça, en 2023 ? Oui, ouais. Alors cet été, on a participé au championnat du monde de football gaélique. Alors évidemment, pas tous les licenciés du Havre, mais donc moi-même avec une autre joueuse, on était dans l'équipe de France. Donc on a pu... Alors il y avait 2 équipes de France. Il y avait une équipe de France et une équipe de France développement. Donc on a toutes les 2 combattu différentes équipes et tout ça. Et on a terminé en demi-finale du championnat du monde, donc très très dur face à l'équipe du Canada. On a encore du mal à digérer 6 mois après. Là on la voulait cette finale, mais... Donc il va falloir s'y remettre dans 3 ans, je pense. Donc voilà pour les filles. Et puis côté gars, en fait, on a quelques joueurs du Havre qui ont joué dans l'équipe de Neustrie. Donc c'est un peu la Normandie élargie. Ils ont pu concourir là-bas au championnat du monde. Et puis d'autres jouaient aussi dans des équipes d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est
assez particulier en football gaélique. C'est pas forcément des nations telles qu'on les connaît qui vont s'affronter. Comme il y a une forte revendication identitaire, notamment les Irlandais revendiquent aussi leur identité. Finalement, ils sont ouverts au fait qu'il y ait par exemple, l'équipe de Bretagne, l'équipe de Gascogne, l'équipe de Galice. En fait, chaque région dans le monde peut aussi proposer son équipe au championnat du monde. Mais il y avait vraiment plein de pays différents. Il pouvait y avoir je sais qu'il y avait le Cambodge, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Il y a quand même des zones dans le monde où c'est très très développé. Aux États-Unis, il y a un très très bon niveau. C'est d'ailleurs les New-Yorkaises qui ont gagné le championnat du monde cette année. Donc voilà, on aimerait bien les affronter dans 3 ans. C'est vrai que c'est très très répandu dans le monde. Et là, le championnat du monde, c'était une expérience, c'est génial, hein, franchement. C'est étalé sur une semaine complète. Et nous, du coup, on a plein de matchs tous les jours. On affronte des gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. Donc, ouais, c'est vraiment des beaux événements, c'est sûr. Et sinon, on a aussi fait un championnat d'Europe il y a pas si longtemps. Alors moi, je suis championne d'Europe en titre avec l'équipe de France et ça date de l'été 2022. Donc, c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des équipes en Belgique, Luxembourg, Allemagne, en Espagne, en Galice. Donc, c'est assez développé finalement. Comme on n'est pas très loin de l'Irlande aussi, ça doit aider, je pense. Et on a réussi à remporter la finale face aux Galiciennes. Et les Galiciennes, elles sont pas faciles. On n'a pas toujours gagné là. Les dernières années, c'était très serré. Et en Galice, c'est très très développé le football gaélique. Donc voilà. Cette victoire, elle a fait du bien là. En 2022. Félicitations. Ouais. Merci. Bon, ça date un peu, hein, mais ouais, normalement c'est l'année prochaine que le titre sera remis en jeu. Donc on verra si on maintient le titre ou pas, quoi. Mais... Donc là, niveau projet de la 2e saison, c'est plutôt championnat de France. Voilà, c'est ça. Donc côté féminin, nous on va avoir. Alors, il nous reste une manche fédérale donc, qui aura lieu à Lyon. Donc, on affronte plein d'équipes du Grand Est de la France. En fait, on affronte quasiment toutes les équipes de France à Lyon, sauf les équipes de Bretagne. Donc, on a cette échéance-là en février. Et après, en effet, c'est le championnat de France. Donc, on a 3 manches. Et on accumule des points au fur et à mesure. Et les finales du championnat de France auront lieu à Bordeaux cette année, en juin. Je crois que c'est le 15 juin. Et dans ce cas-là, on a à la fois tout le championnat féminin et tout le championnat masculin qui est rassemblé. Et donc, dans ce cas-là, on peut s'encourager, s'observer et tout ça. Et puis, surtout, on fait la fête tous ensemble le samedi soir. Donc, tous les adversaires de toute la France, on se retrouve à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui aiment bien le football gaélique. C'est la petite soirée après le tournoi, tous bière. ensemble. La petite bière ou les petites bières. Ouais. J'ai vu aussi que vous aviez des initiations au sein de l'association Le Havre des Familles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, on a fait... En effet, c'est vrai qu'au Havre, on s'est un petit peu ancré aussi dans la vie locale. Donc, on a fait quelques événements. Donc on a fait des initiations ouvertes à tous. Cet été, on a fait aussi une initiation auprès de l'association Le Havre des Familles. C'était super sympa avec des enfants et leurs mères. Et donc on jouait tous ensemble. Alors on a même réussi à recruter une super joueuse lors de cette initiation. Donc des fois, c'est aussi l'occasion de recruter discrètement. Donc, on a fait des initiations à cette occasion-là. Alors, je pense qu'on renouvellera aussi. C'est vrai que quand ça se passe bien comme ça, c'est assez sympa de maintenir ce genre d'initiation. Et puis, aussi, depuis 2 ans, comme je suis aussi professeure à Cocrioville, au collège Jules Vallès, j'ai initié plein d'élèves de CM2 des écoles aux alentours. Et en fin d'année, à chaque fois, on faisait un tournoi inter-école. Donc, ça fait déjà 2 ans là, qu'on a organisé ça. Et il y a à peu près 150 élèves de CM2 qui s'affrontent en juin en football gaélique. Alors, c'est génial à observer. Hein. Moi, j'adore cette journée parce que je vois
plein d'enfants dans tous les sens qui jouent au football gaélique. Et en plus, certains se débrouillent vraiment très très bien, quoi. Donc je faisais carrément des cycles d'EPS avec eux en lien avec leurs professeurs des écoles. Et on faisait ça et on mélangeait un petit peu de collégiens aussi qui les affrontaient. Et les collégiens gagnaient pas forcément, hein, finalement. Là, ça dépendait vraiment de l'entraînement, l'assiduité aux entraînements et tout ça. Motivation. La motivation. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment un beau projet qu'on a mené avec le club parce que finalement, les joueurs du club venaient arbitrer aussi ce jour-là. Ils encadraient également. Donc, ça, c'est vraiment une chose sympa. Et puis, on a aussi on a participé à la fête de la Saint-Yves qui a lieu au quartier Saint-François. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire aussi des petites initiations. On a un stand à cette occasion-là. Donc, on multiplie un peu, finalement, toutes les actions au Havre. On aime bien aussi rencontrer la population et puis leur faire découvrir ce sport qui interroge un peu tout le monde, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de faire partie de l'équipe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram. Donc, il faut noter Le Havre GAA. En fait, la GAA, c'est la Fédération irlandaise de football gaélique. Et puis, on est aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi nous retrouver Football Gaélique Le Havre. Et puis, sinon... c'est sur par ces deux réseaux-là qu'on communique beaucoup. Alors, on a aussi été dans les journaux et tout ça, donc quand on tape sur Internet, normalement, on trouve très facilement des liens pour nous contacter. Venez tous tester. Je rappelle, lundi, 19h30, au stade Yuri Gagarin. Trop Qui est bien. super. Merci. Merci. Merci à vous, en tout cas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site west-track.com pour retrouver le podcast. Et pour ne manquer aucune info sur l'association de Flora, on vous invite vivement à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux et à aller tester le football gaélique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et il est 17h36 sur Westrack Radio. Merci à Camille et Nausicaa, toujours pour cette bonne humeur et ces belles découvertes. On est lundi et le lundi, vous le savez, on parle cuisine. Je vais donc accueillir Michel dans le studio. Salut Michel. Salut Lucie. Ça va bien ? Ça va, il pleut pas pour une fois. Ah, c'est bien. Un peu justement, aujourd'hui, tu nous emmènes peut-être un peu au soleil. Ouais, un peu dans des pays plus un petit frais. tour du monde. Ouais. Exactement. La cuisine d'ailleurs, la cuisine du monde. Tout d'abord, on va parler du Havre principalement. Pourquoi ? Parce qu'au Havre, on a quasiment toutes les cuisines du monde. Alors, on va passer celle qu'on connaît le plus, cuisine italienne. C'est-à-dire tout ce qui est pizzeria. Il y a des vrais restaurants italiens. Le Sorrento, on va en citer quelques-uns. Il y a Pazza Pasta, spécialisé dans les pâtes fraîches, qui fait un boulot monstre. Il est exceptionnel, le garçon. Rien qu'aujourd'hui, il a refait des tagliatelles aux épinards frais. Donc ça, c'est un mec bien. Le Sorrento, la Lucciola, pour citer une pizzeria qui a encore un four à bois à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, c'est les pizzerias et cuisine italienne, on trouve un peu dans toutes les villes. Américaine, tout ce qui est burger, on peut en citer plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au Havre, on va pas les citer du tout même. Mais ce qu'il y a de drôle au Havre, c'est que on a aussi de la cuisine indienne. Alors, le Punjab, le Taj Mahal, on a vraiment de la bonne cuisine indienne, on a de la cuisine Nord-Afrique, alors tout ce qui est couscous, tagine, etc. Alors, c'est pareil, là on peut en citer plein. Il y a le cèdre. Le cèdre, c'est de la cuisine libanaise, autant pour moi. Non, j'en ai pas en tête. C'est pouf pouf. Si, il y a le restaurant Kabyle. Ça, il y a le franco-kabyle. Cherchez. Le labour aussi. Labour, c'est cuisine africaine. Alors donc ça va être plus les mafés, tout ce qui est un peu à base de poulet, bœuf, cacahuètes. On a de la cuisine égyptienne qui a ouvert récemment. Je crois que c'est Place Danton. On a aussi de la cuisine libanaise turque.
Alors tout ce qui est kebab, oui effectivement, mais il y en a qui sont plus spécifiques, avec les pastels, les coffées, ouais, c'est ça. C'est un peu les steaks hachés. Et en fait, il y a eu un restaurant russe, je m'en souviens. Il a fermé depuis. La Covid a eu raison de lui. Africaine, il y avait les lions. Ça c'était quartier de l'Eure, ça a fermé depuis, mais voilà, il y a vraiment toutes les cuisines du monde grec, et je sais qu'il y en a eu un restaurant grec. Donc ouais, vraiment au Havre, rien que au Havre, c'est un carrefour du monde, on peut manger un peu tout ce qu'on veut, de façon très traditionnelle ou alors vraiment en snack. Ça c'est chouette. C'est pas forcément en plus des cuisines chères, c'est ça que j'aime bien moi. En plus là, il y a un gros boom sur le Havre, c'est la cuisine asiatique. Tu me parlais hors antenne tout à l'heure, Lamian, qui fait ses nouilles lui-même. Alors il y a très peu de plats, mais c'est tout est fait maison. Juste en face, on traverse la route, c'est en face le palais de justice du Havre. Vous avez Saveur Thaï, qui fait de la cuisine thaï justement. Pareil, tout est fait maison. On le voit sur les appoints de cuisson. De toute façon, quand on prend du bœuf, c'est encore un peu rosé. Enfin, on peut demander bien cuit, mais voilà, c'est vraiment cuit minute. C'est cuit au dernier moment, super frais. La cuisine japonaise, alors... Oui, il y en a. Par contre, les sushis, j'aime bien, mais au bout d'un moment, ras-le-bol. Je vais en citer au moins 2. Il y a le Kitsu Ramen, qui est bien. Je crois que c'est une mère et sa fille qui tiennent ça. Donc là, c'est ramen, si on voulait manger autre chose que du riz. Et il y a Chef Panda. Alors, c'est restaurant chinois. En fait, gaffe, Chef Panda, c'est très épicé. Donc, demandez bien si vous aimez pas le piquant. Enfin... Épicé, c'est pas ce qui pique, mais ils ont la main lourde un peu sur le piment, donc faut demander, faire gaffe. Déjà pas beaucoup, je trouve que ça emporte déjà un petit peu, souvent, quoi. Oui, mais très très bon, spécifique. Chef Panda pareil. Là, je vous cite ceux où je suis sûr que c'est du fait maison que j'ai testé. Et c'est chouette, ouais, parce que on mange pour 5 balles. Voilà, on peut se faire plaisir vite fait. 10 balles, je sais pas, un Kitsu Ramen, 10 balles, un ramen. Voilà, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a les nouilles, il y a le bouillon, il y a des œufs. Voilà, on se fait un gros plaisir, mais on mange plus de la journée, quoi. C'est vraiment la bonne soupe. Et dans les trucs comme ça, il y a aussi, il faut savoir, pour parler d'Asian, Saveur d'Asie. Saveur d'Asie, par exemple, la semaine dernière, il a fait du pho. Et le pho, ça vient du mot pot-au-feu. Alors ça, c'est un truc rigolo, c'est parce que comme c'était une colonie française, il y avait les soldats français qui disaient « on veut du pot-au-feu ». Et eux, ils ont traduit ça par « faux », avec un accent circonflexe, et donc c'est des viandes bouillies, voilà, comme le pot-au-feu, sauf qu'ils se l'ont fait saveur thaï, donc avec de la citronnelle, du piment, etc. Donc saveur thaï en fait régulièrement, de temps en temps. Dans les choses comme ça, on parlait de cuisine indienne un petit peu au Havre, il y a les nanes, tu sais, les galettes de pain, là, t'as nature ou au fromage. Alors quand c'est au fromage, généralement, c'est de la vache qui rit. Ah oui, je sais que tu voulais nous parler de la vache qui rit. Pourquoi la de vache son qui rit ? secret. Parce que c'est le seul fromage qui n'a pas besoin d'aller au frigo. C'est le fromage du pique-nique, on s'en fout s'il n'est pas dans la glacière. Et du coup, comme ça supporte très bien les températures extérieures très chaudes, en Inde, on l'utilisait pour faire les nano-fromages, quoi. Alors, nano-fromage, c'est un pain à base de lait yaourt. J'ai essayé, c'est rigolo. Alors oui, on n'a pas le four pour le faire, mais vous pouvez le faire à la poêle, ça marche très bien. Vous chopez une recette sur Internet. Si vous voulez faire de la cuisine asiatique, je vais citer quelqu'un qui est sur YouTube que j'adore, c'est le riz jaune. Je rêve de l'interviewer, ce monsieur. C'est un YouTuber à la base. Il a écrit un bouquin, donc si vous voulez le livre. Il fait toutes les cuisines d'Asie. Donc thaïlandais, coréen, vietnamien, japonais, chinois, il touche à tout. Il est français. Et le truc qui est génial, c'est que quand je dis il fait vraiment les recettes,
Je sais pas si tu vois les chips de crevettes, Oui, le truc je que vois, t'as ouais. toujours à l'apéro ou Ouais. qu'on achète tout fait. Lui, il t'explique comment vraiment faire des chips de crevettes à partir de vraies crevettes, quoi. Tu pars de la crevette et t'arrives à tes chips soufflés. Alors, il y a plusieurs cuissons. T'as déjà essayé? C'est long et chiant à faire. T'as pas Mais eu ça, envie? ouais, ça me donne envie. Juste pour le goût et l'aspect, ouais. Franchement, on voit que c'est pas un truc industriel. C'est, si je me rappelle, c'est des vraies crevettes, juste avec de la fécule. En gros, de la fécule ou de la farine, je sais plus trop. Et ça souffle, quoi. C'est magique, quoi. T'as une pré-cuisson vapeur et après, tu mets ça au frigo, tu coupes tes rondelles, tu balances ça dans la friteuse et pouf, ça souffle tout seul. C'est rigolo. Ouais, il fait aussi des recettes d'anime. Donc ça, c'est chouette. Et on fait des recettes de One Piece, de Naruto, etc. Parce que dans les animes, ils arrêtent pas de bouffer. Donc ouais, le mec, super sympa à regarder. Moi, j'aime beaucoup. C'est simple. En plus, on voit que c'est fait dans sa cuisine chez lui, quoi. Oui, il n'y a pas besoin de trop de matériel. Ouais, voilà, c'est une planche, un couteau, une poêle. En gros, il se démerde avec ça et je trouve ça assez rigolo. Après, je sais pas, on peut parler recettes si tu veux. Ouais, carrément. Petite recette, alors j'ai pioché dans mes recettes préférées, hein. Un petit mafé de poulet. Alors le mafé, on est en Afrique centrale, on va dire. Donc il va vous falloir du poulet, du beurre de cacahuète, à défaut des cacahuètes, hein. Les cacahuètes salées, ça fonctionne très très bien. Faudra juste faire gaffe à l'assaisonnement. Des tomates fraîches, légumes variés, c'est selon la saison, mais sinon carottes, navets, pommes de terre, ça suffit amplement, hein, des oignons, beaucoup d'oignons. En Afrique, on mange beaucoup d'oignons. Bouillon de poule, alors ça c'est un truc qui est africain, le Knorr, les cubes Knorr, alors, le viandox, voilà, et ça ils aiment beaucoup pour booster un peu les plats. J'en ai pas de trois enfin voilà, ils adorent ce genre de truc. On peut booster avec un peu de concentré de tomate, du sel, du poivre et du piment. Voilà, faut pimenter. Et en fait, c'est relativement simple. On va d'abord faire dorer les oignons qu'on a émincés vulgairement. Moi j'appelle ça couper à l'africaine, c'est tu coupes comme grand-mère, quoi. Tu n'utilises pas de planche, tu coupes grossièrement directement à la main. Donc tu mets d'abord ton oignon que tu fais revenir. Ensuite, tu rajoutes ton poulet que tu fais dorer avec tes oignons. Ensuite, tu rajoutes ton beurre d'arachide, ton beurre de cacahuète ou tes cacahuètes. Moi, je préfère vraiment les cacahuètes légèrement pilées. Je trouve que ça amène du croquant en plus. Et le beurre de cacahuète, c'est vite écœurant. Et on rajoute nos légumes, c'est-à-dire carottes, oignons, navets, ce qu'on veut qui vont servir de garniture de base, si on en a suffisamment. Et là, on rajoute notre bouillon de poule. Le piment, le sel, le poivre, on rectifie, plus ou moins piquant si on veut. Et généralement, on sert ça avec un riz blanc, un riz cuit à l'eau, tout simplement. Voilà, c'est tout simple, tout couillon. C'est un poulet cacahuète, oignon. Sinon, on peut booster avec un peu de moutarde. C'est un peu de la triche, hein. C'est pas dans la recette originale. Tu manges quoi, toi? T'aimes bien les plats un peu d'ailleurs? Moi j'aime bien, mais quand je mange pas du tout épicé. Donc, par exemple, les plats asiatiques, souvent j'ai un peu peur parce que ça a tendance à être un petit peu épicé. Il faut demander, généralement ils sont plus cool. Maintenant, ma chérie ne supporte pas le piquant, donc on demande sans piquant. Et faut pas confondre, hein. Épicé, c'est le safran, c'est le curcuma, ça pique pas du tout, mais voilà, sans piment, c'est bien, ouais. Ouais, c'est marrant. Le bœuf stroganoff. Oula, voilà, d'où Russie. ça vient? Ouais, je change de continent, c'est plus marrant d'aller faire et de revenir. Le bœuf stroganoff, je sais pas pourquoi j'ai pris la recette avec moi, parce que c'est une de mes recettes préférées. On prend du bœuf. Alors normalement, c'est pas un goulash. C'est un sauté, c'est-à-dire qu'on fait une cuisson minute. Donc c'est bien de prendre une viande plutôt noble. Alors filet, si on est pété de thunes. Entrecôte, si on a un peu moins de sous, faux filet, voilà, ou même avec de la bavette, voilà, ça marche aussi. Rhum steak, mais il faudra faire une cuisson plutôt très rapide, il faut aller sur le bleu.
Le premier truc, ma recette de stroganoff, je prends ma viande, je l'émince, pas trop fin non plus. Je fais des petites lanières en fait, que je vais mélanger avec du paprika doux. Donc il n'y a pas de piquant dans cette recette au départ. Et après, alors là ça devient drôle parce qu'en fait on va cumuler les ingrédients les uns derrière les autres. Donc on va prendre une grande sauteuse, une grande poêle à défaut. On va mettre un filet d'huile, une huile neutre, genre tournesol ou colza. On va commencer à faire revenir de l'échalote émincée. Ensuite, on va rajouter quelques champignons de Paris. On les fait légèrement suer, pas vraiment colorés, quoi, qui recrachent un petit peu d'eau. Là, on les met de côté dans un récipient. On a déjà un petit jus de cuisson au fond de la poêle. Là, on fait saisir notre viande. On remet nos oignons, enfin quand notre viande est saisie, on remet nos oignons, nos champignons. Là, on flambe. Cognac, Armagnac, vodka, enfin voilà, un truc qui va donner un petit coup de pied au cul. Il n'y a plus d'alcool à la fin, c'est brûlé, mais c'est juste pour booster un peu le plat. Alors on fait attention à la cuisson parce qu'avec le paprika, ça risque de brûler, donc on surveille quand même bien. On flambe. Ensuite, alors c'est là où ça devient marrant, on rajoute de la moutarde, de la crème, on peut rajouter du vin blanc. On peut booster avec un peu de concentré de tomate. Moi, je suis vraiment pas fan. Je préfère, je mets pas du tout de tomate. Et voilà, on fait réduire. Alors, pas 3 tonnes de crème non plus. On fait juste réduire pour avoir une petite sauce sympathique. Et ça fait une sorte, je veux dire, ouais, tu vois, un peu bœuf bourguignon, mais rapide, quoi. Et tu vois, ça cuit, allez, 5-10 minutes. C'est vraiment la recette rapide. Le plus long, en fait, c'est la garniture, parce que comme on est en Russie, on bouffe des patates. Donc, des patates à l'eau ou patates rôties, mais voilà, le truc. Alors, si c'est les patates rôties et qu'on veut vraiment faire russe, c'est les patates rôties avec beaucoup d'ail. Voilà, faut de l'ail. Il n'y a que ça qui pousse là-bas, en gros. Ce que tu nous donnes, oui, c'est vraiment la recette originaire de Russie. Ouais, parfois, on trouve des recettes soi-disant russes ou autres, et en fait, c'est avec des produits français, donc c'est adapté. Là, c'est ouais, vraiment... mais là, par exemple, là, les pommes de terre, ouais, c'est quand ils ont eu les pommes de terre, ça a sauvé la Russie de la famine. Hein. Faut savoir, et ils bouffaient même des patates pourries à une époque, hein, ça a été grave. Le paprika, c'est vraiment chez eux. Il faut pas oublier en plus, c'est que la Russie, c'est immense, quoi. C'est dans le nord, il y a la Mongolie avec les spécialités de fromage de yak, etc. Et Vladivostok, c'est le poisson du Pacifique. Dans le nord, ils ont la mer Baltique avec les crabes, les homards. Enfin voilà, c'est selon où tu es. Tu manges différents trucs, ils ont une influence grecque, ils ont des frontières quasiment, ils sont à 2 km de l'Alaska, donc ils ont aussi, c'est hyper, il y a beaucoup d'influence dans la cuisine russe, c'est le pays du caviar, c'est le pays du saumon, je suis pas sûr qu'ils aient pas mangé de l'ours comme en Alaska, quoi, c'est les trucs assez rigolos. Pareil, hein, chaque cuisine, on dit turc. Dans la cuisine turque, il y a des influences indiennes, il y a des influences maghrébines, il y a des influences grecques. Dans les recettes turques, j'en ai pris une qui est assez, pour rebondir là-dessus justement, une qui est relativement simple, c'est les kofs. C'est des mini steaks hachés, quoi, en gros. Voilà. Donc il va vous falloir du bœuf, des oignons, de la chapelure, du persil, tu vois, c'est vraiment les ingrédients qu'on trouve un peu partout. De l'huile d'olive, hein, tu sens que la Méditerranée revient. De l'ail écrasé, du cumin, du piment, et bien sûr sel et poivre. Et d'abord, on va mélanger dans un saladier tous les ingrédients en fait. Donc c'est-à-dire la viande hachée, tout est haché, hein, c'est pas compliqué, haché ou ciselé. On mélange tous les ingrédients. Dans les mains, on va faire... alors, il y a 2 méthodes. Soit on fait des petites boules qu'on écrase pour faire des petites galettes, soit on fait des petits boudins. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et ensuite, il y a juste à faire cuire dans une poêle bien chaude ou griller. Ça, on peut faire en été. Si c'est en hiver, poêler directement avec un fond d'huile. Moi, j'aime bien les poêler. Si on veut très cuit, fini au four. Ça évite d'avoir trop de matière grasse.
Sinon, on peut cuire bleu, saignant, voilà, c'est comme un steak haché. Mais c'est surtout d'avoir amené du cumin et tout ça. À l'apéro, c'est plutôt généreux. Moi, j'aime bien même froid le lendemain en salade. Tu t'en mets 2-3 avec une petite salade. Voilà, quand on veut manger léger et finir les restes. Moi, j'aime bien faire avec ça une petite sauce harissa. Je fais une concassée de tomates. Enfin, je prends des tomates coupées en tout petits dés, de l'oignon, de l'ail, pour que ça envoie du lourd, et je mets un petit peu d'harissa, tu vois, pour envoyer un peu de piquant et être pas très loin. Dans le même genre, si on reste sur les épices, t'as la cuisine indienne. Alors, ouais, si, c'est là, faut que je la fasse. C'est le curry poulet coco. C'est vraiment le classique de la cuisine indienne. Alors, c'est beaucoup le bœuf, le poulet. Rarement le porc pour des raisons religieuses, hein, bien entendu. Le poulet hindi, bon, c'est pareil, j'ai pris la recette, mais en fait, je vais faire la mienne. Il faut imaginer Michel entouré de ouais, j'ai plein de feuilles, mais en fait, je les lis à peine. Quoi. Il regarde même pas ses feuilles. Pareil, alors, je fais un peu comme on a fait le stroganoff. Je prends mon poulet, je le coupe en gros dés. Par contre, là, ouais, j'aime bien, c'est plus facile à manger. Alors, normalement, ça se mange avec les mains. C'est pareil, on découpe, on fait selon comment on mange. Tout ce qui est Nord-Afrique, Inde, souvent on mange avec les mains. C'est sympa aussi, de faire le plat et d'essayer de manger. Manger comme dans la vraiment traditionnellement, c'est sympa, ouais. Moi, je vais dans un restaurant asiatique. Si on doit manger avec les baguettes, je mange avec les baguettes. Hein. Je suis rigoureux Moi, j'essaye, dans la façon de déguster. Ouais. Poulet coupé grossièrement. Alors, faut savoir que c'est poulet, mais s'il y a des os, faut désosser, quoi. Hein. Normalement, c'est même les pâtes. Voilà. Si on veut pas se faire chier, on prend des blancs de poulet et on coupe ça grossièrement. Pareil, là je préfère les mettre avec le curry. Alors curry, du bon curry. Alors on a la chance d'avoir des épiciers un peu africains et d'Asie. Excusez-moi. Épiciers d'Asie. J'ai regardé Ducros s'est rattrapé parce qu'il y a eu un grand scandale il y a quelques années chez Ducros. Ça y est, maintenant, il n'y a plus de cochonneries dedans. Ils sont validés et ils ont un curry qui est pas trop mal où on arrive même à identifier les épices dedans parce qu'un curry, c'est un mélange d'épices. Alors ça, c'est en poudre déshydratée. Et sinon, vous achetez de la pâte de curry. Alors, il y a la verte et la rouge. C'est pas une question de puissance. Faut regarder fort, moyen ou très très fort pour le curry. Ça, c'est s'il y a du paprika fort ou du piment dedans. Après, c'est parti. On démarre huile d'olive ou huile d'arachide sur la cuisine indienne. On fait revenir nos morceaux de poulet. Là, moi, je rajoute oignons, carottes, généralement aussi des courgettes, petits bâtonnets de courgettes, que je fais revenir. Quand tout est revenu, je rajoute mon lait de coco. Alors, moi, je prends du lait de coco. Si on veut quelque chose de plus épais, on prend de la crème de coco. Alors, ça se trouve en briques un peu partout, hein, maintenant, même dans les petites épiceries, c'est assez cool. Crème de coco si on veut quelque chose de plus épais. Je fais réduire. Je rectifie mon assaisonnement, c'est-à-dire que je goûte ma sauce, si c'est trop piquant ou pas assez. Alors, au début, mettez pas trop de curry, il vaut mieux en rajouter. On peut en rajouter, on peut pas en retirer. Non. C'est comme le sel, voilà. Vaut mieux quelque chose qui est pas assez salé, parce qu'on peut en rajouter à table. Mais est-ce que le goût. coco, ça va pas aussi adoucir Normalement, il est là pour adoucir. Ouais. Et après, alors ça, c'est une question de goût, coriandre ou pas, feuille de coriandre. Moi, j'aime bien, je trouve que ça booste bien le goût. Coriandre et surtout ne pas oublier c'est citron vert et moi je le mets de deux façons, je mets le jus et le zeste parce que même le zeste il va parfumer, ça va amener un peu de douceur et voilà, et tout la coco et le citron vert ça va atténuer le piquant de la coriandre. Si on met trop de coriandre, hein, c'est toujours pareil. Alors, faut savoir qu'il y a des allergies à la coriandre. Il y a des gens qui ne supportent pas, faire gaffe, ouais. C'est un truc hyper allergique. Mais ouais, la coriandre, ouais, truc super sympa. Quand on n'est pas allergique. Ouais. Le garniture, généralement, c'est le riz basmati.
grand classique. Alors ça aussi, j'ai regardé dans beaucoup de recettes et dans les restaurants actuels, c'est beaucoup le riz, hein, cuisine africaine, le riz, indienne, le riz, thaï, le riz, coréen, le riz. Voilà, le riz c'est un peu présent un peu partout. Ce que je veux dire, même cuisine américaine, Tex-Mex, un chili con carne, c'est avec du riz, tu vois, c'est le truc qui revient assez souvent. Mais en même temps, bon, c'est pas l'aliment le plus cher, voilà, c'est pas trop transformé. Une dernière recette, on peut Où est-ce que tu nous emmènes? Un petit tour au Japon. Alors, très classique, le bœuf sauté aux oignons. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est des ingrédients très faciles à trouver. Du bœuf, tendre. Là, on faut vraiment quelque chose de tendre. Alors, faux filet, faux filet, c'est bien si on veut du gras. Du filet, si on a beaucoup de sous, hein, c'est comme le stroganoff. Émincé. Alors là, on essaie de faire quelque chose de rigoureux parce que c'est de la cuisine japonaise. Des oignons jaunes. Alors, c'est pas compliqué, autant d'oignons que de bœuf. Donc, c'est facile à portionner. On compte 100 grammes de viande par personne. Hein. C'est pas parce qu'il y a plein de choses. Il y a surtout les nouilles qui vont aller avec, qui vont booster tout ça. Et on va faire une marinade d'abord pour la viande. On va la faire mariner alors, dans du vin jaune. Alors, chinois ou pas. On a des vins jaunes du Jura. Alors oui, ça coûte cher, mais on s'en garde un ou deux verres pour l'apéro. Et ça va accompagner le plat derrière. Donc un peu de vin jaune. C'est un vin qui est un peu parfumé à la noix. Donc une cuillère à soupe de vin pour 200 grammes de bœuf à peu près. Une cuillère à soupe de vin. Une cuillère à soupe de sauce soja. Alors claire de préférence, il y en a deux, il y a la claire et la foncée. Une cuillère à café de maïzena, ça c'est pour lier, pour donner l'unami, tu sais, le côté gluant un peu de cette cuisine. Et une cuillère à café d'huile de tournesol. Si on a des sous, de l'huile de sésame, ça va en plus rajouter un petit goût de noisette là-dessus, de fruits secs. Donc on fait mariner sa viande et après c'est tout con, on prend une grosse sauteuse, on fait un petit peu d'huile au fond de la sauteuse ou un wok hein, si on en a un. On fait revenir notre bœuf avec, quand on commence à avoir une coloration de la viande, on rajoute nos oignons, voilà. Ensuite là on rajoute notre marinade qui va en fait servir à faire notre sauce. Ensuite, là on rectifie avec la sauce soja pour saler plus ou moins. Il n'y a pas de piment hein, normalement hein, dans cette recette. Si on veut du piquant, c'est poivre noir. Donc vraiment le truc qu'on a à la maison. Et voilà, juste mijoter. Et au niveau de la cuisson du bœuf, si on veut du bleu, quelque chose plutôt saignant, on fait une cuisson rapide et on déglace. C'est la maïzena qui va lier la sauce. Si elle est trop épaisse, on rajoute juste de l'eau. Donc c'est vraiment facile à détendre. Et en garniture, on fait des nouilles, tout simple. Alors les nouilles, c'est pas des nouilles qu'on fait bouillir. On avait fait une émission sur la cuisson des pâtes. C'est les nouilles qu'on laisse tremper dans l'eau chaude. Donc et quand elles sont à cuisson, on retire sa viande, on nettoie pas la casserole ou le wok et on fait sauter les nouilles dedans pour avoir les nouilles sautées et le bœuf aux oignons quoi. Voilà, c'est tout con. Merci Michel. Voilà. On fera peut-être la suite avec les desserts. Dessert, on peut faire du sucré, on a plutôt les plats. Et lundi prochain, je pensais à autre chose. On pourrait peut-être parler un peu de Saint-Valentin. Ah, c'est vrai, oui. Et surtout dire à nos auditeurs, si vous n'avez pas réservé, c'est le moment parce que ça va être la guerre. On est hors période scolaire. Donc les enfants ils vont rester à la maison et là les restaurants sont pris d'assaut. J'ai regardé les tarifs, on est entre 40 et 60 euros les menus avec choix ou pas. Le plus cher que j'ai vu c'est à 120 euros mais il y a musique, piste de danse avec soirée slow, etc. Donc je trouve ça charmant. Regardez aussi les hôtels du Havre.
Certains ont des restaurants, donc ils vous proposent la soirée resto plus la chambre. Donc ça peut être bien pour se couper un peu de la maison, pour ceux qui ont cette chance. Et il y a aussi un truc qui il casse le prix des chambres. Hein, c'est ce que je veux dire. C'est un pack avec le petit déj et tout. Et après le lendemain on retourne bosser. Quoi. Et dans les trucs aussi, il y a déjà des soirées aussi à l'inverse, des soirées célibataires en ce moment. C'est vrai Donc aussi. faut penser pour les gens seuls, essayer de trouver un Saint-Valentin ou juste s'amuser quoi. Hein. C'est une soirée célibataire. C'est pas forcément pour rencontrer quelqu'un, c'est aussi pour avoir du fun, faire des nouvelles connaissances. Donc il y a les soirées célibataires, ça a déjà démarré là dans les bars, certains restaurants. Vous regardez sur les réseaux sociaux, vous trouverez facilement. Et il y a plein de menus Saint-Valentin. La thématique tourne surtout sur le bœuf. J'ai vu la Saint-Jacques est bien présente. Le foie gras, on retrouve un peu les plats de fête. Hein. Là, c'est le moment de Ah là, je sais pas. Tous les restaurants vont être pris d'assaut. Pour citer que le mien, moi j'ai une capacité normalement de 30 couverts. Je refuse à peu près 200 personnes chaque année, donc c'est pour situer. C'est le moment d'appeler. Ouais, ça va être la guerre. Si vous voulez pas vous casser le nez le soir avec votre rendez-vous, ce serait dommage. Et sinon, prévoyez un truc à emporter, quoi. Genre, si vous n'avez pas moyen de trouver un restaurant, un petit plateau de fruits de mer, une chandelle, une bouteille de champagne et un petit film. Oui, voilà, une petite plateforme, un petit film en streaming, et voilà, c'est cool, quoi. Coup de foudre à Notting Hill, c'est ça, Dirty Dancing. On verra, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Merci Michel, à très vite. Allez, nous, on se quitte en musique. Évidemment, je vais pas vous proposer une musique romantique, mais plutôt une musique qui nous vient du Canada. Demain, je vous donne rendez-vous pour un autre Mag à l'Ouest en compagnie du Phare qui va nous présenter sa programmation pour cette année 2024. Et on se quitte donc avec Girly et le titre Digital Buggers sur Westrack Radio. Très belle soirée. Digital beggars, pops taught me not to be like the other kids. Point my own way, I'ma be the next me. Moms knows me as a cute little cuddle kid. Promise I won't sell out, promise I won't sell out. My girl sees all the darkest parts of me. Won't leave cause she says she sees the next me. My team feels all the work we put in. So I can't sell out, so I can't sell out. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars never gonna reach true heights. Digital beggars never gonna see the true light. Digital beggars, think they can time it out, but he's here for the miles he's bout it. Concrete team he's found, it won't sell out, he won't sell out. Roads being built brick by brick, they'll end the own place, but the glue at the hip won't sell out, won't sell out, they won't sell out, he won't sell out, cause that boy sees all his purpose. And that boy sees that it's worth it.